Hello everybody. This is Pascal. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec le colonel Lawrence Wilkerson, officier retraité de l'armée américaine, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État et membre du groupe d'activistes Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Colonel Wilkerson, bienvenue à nouveau. Colonel Wilkerson, welcome back. Heureux d'être avec vous. Je suis désormais davantage membre de l'Eisenhower Media Network qu'autre chose, mais je tenais simplement à le mentionner comme une petite publicité pour EMN. C'est très bien. En fait, qu'est-ce que l'Eisenhower Media Network? Que font-ils? C'est un groupe composé d'officiers militaires à la retraite et d'autres personnes. Ben Cohen, célèbre pour Ben & Jerry's, la marque de glace, en est le principal soutien. Notre mission ressemble beaucoup à celle de Quincy. Nous n'aimons pas les guerres stupides. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et vous savez, parfois les gens pensent que si l'on a servi dans les forces armées américaines, on serait enclin à utiliser la force militaire. Mais en réalité, c'est souvent le contraire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et en fait, d'après mes 40 ans d'expérience, au sein et en dehors du Pentagone, du département d'État et ailleurs, ceux qui veulent le moins la guerre sont les soldats, marins, aviateurs, marines, gardes-côtes, et ceux qui la désirent le plus sont les gens du département d'État. C'est tout à fait compréhensible, car les membres des forces armées doivent alors risquer leur vie. Mais aussi, lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ukraine, et de toute l'évaluation de ce qui est possible ou non, il me semble que les réticences viennent généralement du Pentagone. Partagez-vous cette impression? D'après mon expérience, oui, la retenue s'est développée au Pentagone, nulle part ailleurs dans le gouvernement. Powell, par exemple, lorsqu'il était président des chefs d'état-major interarmés, gardait un seul morceau de papier sous la vitre de son très grand bureau. Et ce papier portait les mots de Thucydide, traduit du grec. Il disait « L'aspect du pouvoir que les hommes admirent le plus, c'est la retenue. » Détenir le pouvoir et ne pas l'utiliser, c'est ça, le vrai pouvoir. Comment comprenez-vous l'approche de l'administration Trump vis-à-vis de la guerre en Ukraine et du conflit structurel plus large avec la Russie? Selon vous, quelles sont les véritables intentions de l'administration actuelle? Permettez-moi d'abord de répondre de manière générale, en partant de votre question initiale. Cette administration et ce Pentagone deviennent très, très différents de ce que je viens de dire. Ils deviennent un Pentagone, une administration qui aime la guerre, qui aime tuer des gens en haute mer, en totale violation du droit international, par exemple. Donc cette administration sort complètement des normes en matière de routine, si l'on veut, et de la façon dont les gens ressentent habituellement l'usage de la force. Trump est un menteur. C'est un menteur pur et simple. Il a dit à tout son groupe MAGA qu'il était contre la guerre, qu'il n'aimait pas la guerre, et pourtant il prend plaisir à tuer des gens. Et il prend particulièrement plaisir à tuer des gens par procuration. Il suffit de regarder l'Ukraine et Gaza pour le constater de façon flagrante. C'est donc une administration très différente. J'ai servi sous 6 présidents. J'ai connu tous les présidents depuis 1950, vraiment, et je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Voilà mon commentaire général. Rien n'a été comparable à cela. Ni Nixon, ni Johnson, ni JFK, certainement pas Eisenhower. Aucun président n'a jamais été aussi incompétent et aussi déterminé à tuer des gens, tant sur le plan national qu'international, que ce président et cette administration. Comment? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas?
Parce que lors de la première administration Trump, l'une des choses qu'il n'a pas faites, c'est de déclencher une nouvelle guerre. Et en fait, il y a eu ce moment en 2019, les problèmes avec les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, quand la situation a vraiment dégénéré à l'été 2019 et qu'un drone américain a été abattu. Apparemment, il était déjà question de frapper directement les Iraniens et l'administration ne l'a pas fait. Mais il a tué Soleimani, bien sûr, cet hiver-là, l'hiver suivant. Mais pas de grande guerre. Et maintenant, la seconde administration semble prendre une direction complètement différente, comme vous l'avez dit, avec le Venezuela, en tirant sur des navires et en disant « ils faisaient de la contrebande, donc nous pouvons les tuer », ce qui est absolument faux. Ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne le droit international. Et bien sûr, toutes les frappes de décapitation, dont M. Trump est très fier, en disant « oui, nous faisions partie de cela. Nous avons aidé les Israéliens à tuer beaucoup de gens, tout en prétendant négocier. » Pourquoi ce changement? Lors de son premier mandat, Trump n'a absolument pas été un non-belligérant. Trump a mis en place les conditions et Biden a poursuivi ces conditions pour la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est pas un président qui n'aime pas la guerre. C'est un président qui l'aborde différemment de la plupart des autres présidents lorsqu'il s'y engage. Et cette différence, c'est surtout l'utilisation de proxies. Il utilise des proxies. Il utilise l'Ukraine. Il utilise la Géorgie, ou essaie de le faire. Il utilise l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou essaie de le faire. Il a essayé d'utiliser la Roumanie. Il utilise d'autres pays de l'OTAN pour faire des choses qui ne devraient pas être faites en ce moment. Pas si l'on ne veut pas une guerre mondiale. Et est-ce qu'il en est conscient? Je serai le premier à admettre qu'il se peut que ce soit le Mossad, le MI6, la CIA qui fassent beaucoup de cela. Il se peut que ce soit Hegseth. Il se peut que d'autres membres de l'administration le fassent. En effet, il se peut même que ce soit d'autres membres de l'OTAN qui en soient responsables. Et peut-être que Trump est tellement incompétent qu'il ne sait même pas ce qui se passe, car il ne suit pas les briefings du Conseil de sécurité nationale. Il n'a pas de conseiller à la sécurité nationale qui, selon la description du poste, supervise l'ensemble de l'interagence, en particulier la défense et les affaires étrangères, et coordonne la politique en conséquence. Il n'en a pas. Rubio est trop occupé à attaquer des gens en Amérique latine ou à essayer de le faire. Il n'est même pas un bon secrétaire d'État et il n'est pas conseiller à la sécurité nationale. Alors, qui coordonne la politique dans l'administration Trump? Le lundi, c'est le chef de cabinet. Le mardi, c'est Stephen Miller. Le mercredi, c'est Hegseth. Le jeudi, c'est Rubio. À vous de choisir. Le secrétaire au Trésor intervient de temps en temps. Le directeur du FBI intervient de temps en temps. Il n'y a aucune politique coordonnée émanant de l'administration Trump. Il n'y a que du soutien pour des guerres qu'il a contribué à déclencher lors de son premier mandat. Biden les a considérablement intensifiées, et les plus marquantes sont bien sûr les guerres au Levant, et nous nous préparons à étendre cela à l'Iran très prochainement. Je prédis que cela arrivera avant Thanksgiving. Et peut-être même au-delà si Netanyahou se met vraiment en tête d'agir. Donc toute personne qui veut me dire que Trump n'aime pas la guerre, ou n'entre pas en guerre, ou ne déclenche pas de guerre, ou ne se réjouit pas des guerres, doit m'expliquer de quoi elle parle, car ce n'est tout simplement pas ce que montrent les faits. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucune coordination de la politique dans cette administration. Zéro. Les mots sortent simplement de la bouche de Trump quand il tweet ou fait ce qu'il fait. Mais les choses fondamentales qui se passent se déroulent en dessous de lui, et elles sont le fait de différentes personnes qui font ce qu'elles peuvent pendant qu'il est inconscient de ce qu'elles font. Ou alors, il orchestre tout lui-même. Et c'est vraiment assez hideux ce qu'il fait, tant sur le plan national qu'international. Mais je n'y crois pas une seconde. Cet homme est incapable d'orchestrer une action tout seul. Donc ce qui se passe,
c'est que nous avons le chaos. Nous avons le chaos d'un bout à l'autre de l'administration. Je veux dire, la Maison-Blanche doit être un endroit chaotique, même sous un président et une administration bien organisée, simplement parce qu'il s'y passe tellement de choses. No? Non, ce n'est pas vrai. J'ai servi sous George H.W. Bush avec Brent Scowcroft comme conseiller à la sécurité nationale, Colin Powell comme chef d'état-major, Dick Cheney comme secrétaire à la défense et Jim Baker comme secrétaire d'État. C'était le processus de prise de décision le plus fluide que j'ai jamais vu. J'ai enseigné cela pendant 16 ans sur 3 campus. C'était le processus de prise de décision le plus fluide que j'ai jamais observé. Puis est arrivé Bill Clinton et j'ai servi ce président durant la première année de son mandat. C'était le chaos total. Le chaos total. Maintenant, Clinton a réussi à s'organiser lors de son second mandat. Mais cela fait une sacrée différence de savoir qui fait partie du soi-disant groupe des 6, groupe des 7, groupe des 8, les personnes qui font réellement ce que la loi sur la sécurité nationale de 1947-48 dit qu'elles sont censées faire. C'est-à-dire qu'ils dirigent le Conseil de sécurité nationale à la place d'un gouvernement de cabinet. Chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose de stratégique, lié à la sécurité ou à la politique étrangère, le département d'État ou le Pentagone prend la direction selon lequel des deux pèse le plus dans la balance, pour ainsi dire. Et le conseiller à la sécurité nationale coordonne l'ensemble. J'ai vu la meilleure administration que nous ayons eue depuis la Seconde Guerre mondiale, à l'exception d'Eisenhower. Et c'est Eisenhower qui a lancé et façonné ce processus, car la loi était alors toute récente. Mais c'est lui qui a initié le processus et l'a transformé en ce qu'il est aujourd'hui. H.W. Bush était la réincarnation d'Eisenhower. On ne pouvait pas contester l'expérience de cet homme. Regardez, il a été vice-président de Ronald Reagan pendant 8 ans. Il a été ambassadeur en Chine. Il a été directeur de la CIA. Il a été chef du comité national républicain. Il n'y avait pratiquement rien que H.W. Bush n'ait pas fait. En plus, il a participé à la Seconde Guerre mondiale comme pilote de chasse dans le Pacifique à 17 ou 18 ans. Je veux dire, c'est un homme qui savait ce qu'il faisait en arrivant à la présidence. 8 ans comme vice-président, et je sais qu'il dirigeait ces deux administrations, pas Ronald Reagan. Tout le monde pense que Ronald Reagan était la meilleure chose qui soit arrivée depuis le pain tranché. H.W. Bush était l'homme qui faisait tout le sale boulot dans cette administration, dans ces deux administrations. Donc je sais à quoi ressemble un bon président. Je sais à quoi ressemble un président médiocre. Bill Clinton, Obama, un peu meilleur que Clinton, mais pas beaucoup mieux. Et je sais à quoi ressemble un président vraiment incroyablement incompétent. C'est Donald Trump. Diriez-vous donc qu'une partie du problème que nous observons actuellement vient de cette désorganisation, le chaos qui découle de l'incompétence, parce que l'administration n'est pas capable de s'organiser et par conséquent ne dispose pas d'une circulation adéquate de l'information, ni vers le haut, ni vers le bas, parce que cela diffère alors légèrement du fait qu'il soit avide de sang et veuille faire la guerre. Mais il me semble que c'est probablement les deux. Je veux dire, il semble apprécier ce genre de pouvoir, mais en même temps, la prise de décision est désormais, enfin un mystère, quant à la façon dont la politique est élaborée. C'est vrai. Je ne pense pas qu'une politique soit élaborée. Je ne pense pas qu'une politique soit élaborée. Et si aucune politique n'est définie, il est impossible de concevoir une stratégie, car il faut d'abord une politique pour bâtir une stratégie permettant de la mettre en œuvre. Ensuite, il faut des opérations qui s'inscrivent sous cette stratégie. Rien de tout cela n'a lieu. Rien de tout cela ne se passe. Ce qui se passe, c'est que Trump se lève le matin, ou parfois la nuit, ou peu importe, et il dit « Je pense qu'on devrait envoyer des troupes à Memphis. Je pense qu'on devrait envoyer des troupes à la frontière sud.
Je pense qu'on devrait faire ceci. Je pense qu'on devrait faire cela. Et puis, la bureaucratie réagit à cela. Et peut-être, il se souvient de ce qu'il leur a dit de faire 2 jours plus tard, quand ils reviennent pour essayer de lui dire quels sont les résultats de ce qu'il a dit. C'est bizarre. Cette administration est totalement bizarre. Il se lève et dit avant l'investiture, puis après l'investiture, il le répète, qu'il va arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, ou du moins qu'il va arrêter la guerre. Il n'a rien fait, absolument rien. Il a empiré la situation. Il n'a rien fait. Alors comment juger un homme comme ça, qui vous dit qu'il va arrêter une guerre et qui ne fait rien? Alors, selon vous, de quoi s'agissait-il lors du sommet en Alaska? Rien. Rien. Poutine a dit que cela ne portait sur rien. Ils n'ont rien accompli. Zéro. Je pensais qu'ils avaient au moins réussi à faire en sorte que les 2 hommes reconnaissent mutuellement leurs préoccupations concernant les armes nucléaires. Nous vivons désormais dans un monde sans traité en ce qui concerne les armes nucléaires, à l'exception du New START qui expire en février 2026. Et Poutine était impatient d'élever les discussions à ce niveau, et a même proposé d'inclure Xi Jinping afin que les 3 États les plus importants possédant des armes nucléaires, ceux qui ont le plus d'ogives, discutent non seulement du New START, mais aussi d'un nouveau régime de traité, et peut-être même de le multilatéraliser pour que nous puissions y inclure les 9 États détenteurs d'armes nucléaires, de gré ou de force, comme cet État voyou de la Méditerranée orientale, Israël. Je les traînerai et je leur mettrai le nez dans l'arme nucléaire pour les forcer à rejoindre le traité de non-prolifération et à faire partie du régime du traité. Il faut le faire. Il faut aussi le faire avec le Pakistan et l'Inde. Avec eux, ce ne sera pas si difficile. Mais avec Bibi Netanyahou, eh bien mon imposteur devrait probablement le gifler 3 ou 4 fois pour le faire entrer dans le jeu. Mais Poutine voulait le faire. Et Trump l'a tout simplement ignoré. Donc nous n'avons rien accompli en Alaska, absolument rien. Et Sergei Lavrov et Vladimir Poutine le répètent depuis lors. Pourquoi pensez-vous qu'il y a encore un intérêt pour les Russes, étant donné que les États-Unis, je veux dire, que Donald Trump, du moins, semble ne pas beaucoup écouter les Européens? Parce qu'il me semble que les Européens sont devenus fous à ce stade, en ce qui concerne le genre de risque qu'ils sont prêts à prendre, simplement pour satisfaire leur russophobie. Et Donald Trump semble maintenant simplement les laisser faire. Vous savez, les laisser parler. Mais quelle est votre évaluation des Européens aujourd'hui? Je pense qu'ils répondent autant à leur nature de vassaux des États-Unis qu'à leur russophobie, comme tu l'as dit. Je pense que beaucoup de gens comme Macron, Starmer et Merz éprouvent effectivement une certaine haine envers la Russie. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de leur peuple. Et je pense que nous allons voir 3 gouvernements tomber dans les 13 ou 14 prochains mois. Macron est déjà condamné, Starmer aussi, et Merz ne tardera pas à suivre, car il ne peut pas maintenir cette coalition avec ce qui se passe en Allemagne. Il n'est tout simplement pas l'homme de la situation. Donc nous allons voir les 3 grandes figures d'Europe et probablement aussi von der Leyen partir dans les 6 à 8 prochains mois. Ce que cela va provoquer, en revanche, je ne sais pas. Je pense que cela va plonger l'Europe dans la tourmente. Et cela va certainement mettre fin à l'OTAN telle qu'elle existe actuellement. Mais c'est un problème. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Trump n'a fait qu'aggraver ce problème. Parce que lundi, il dit « OK, c'est aux Européens de jouer, mais nous les approvisionnerons entièrement. » Vous savez combien de temps il nous faudrait pour produire suffisamment pour les approvisionner complètement? Probablement entre 4 et 6 ans. Parce que nous avons tout réduit au minimum. Nous avons tellement donné à Israël
que si nous devions vraiment combattre quelqu'un aujourd'hui, nous devrions tout abandonner dès le début de la guerre. Il ne nous reste plus grand-chose parce que nous avons donné des quantités énormes d'armement. Et nous n'avons pas une base industrielle de défense capable de produire rapidement comme la Russie. Il nous faudrait 4 à 6 ans, rien que pour construire ce que la Russie produit en 1 an, ou ce que la Chine fabrique en 6 mois. Nous sommes donc assis sur une véritable catastrophe potentielle, si jamais il se passe quelque chose dans le monde que nous devons vraiment affronter. C'est pourquoi je dis que ce sera absolument existentiel pour l'Empire si Bibi nous entraîne dans une guerre avec l'Iran. Parce que l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Iran d'hier, et ils l'ont prouvé lors de la guerre de 12 jours. Ils ont infligé une défaite cuisante à Israël. Ils ont littéralement infligé une défaite cuisante à Israël pendant ces 12 jours. Maintenant, Netanyahou l'a caché, a dissimulé la vérité. Il n'a pas laissé filtrer beaucoup d'informations, même pour permettre aux mauvaises personnes de quitter Israël. S'il ne l'avait pas fait, il aurait perdu 1 autre million de Juifs hors d'Israël. Il a déjà perdu 1 million de Juifs hors d'Israël. Il en aurait perdu 1 autre million s'il n'avait pas verrouillé la situation et dit à tout le monde qu'il ne pouvait aller nulle part. Donc, Israël est vraiment dans une situation désespérée en ce moment. Et s'ils le font, et je pense qu'ils vont le faire, recommencer la guerre avec l'Iran, ils vont s'attendre, parce qu'ils vont être vaincus, à ce que nous venions leur sauver la mise. Ils vont s'attendre à ce que nous provoquions un changement de régime à Téhéran. Ce sera une guerre de 10 ans, 2000 milliards de dollars, beaucoup de sang versé, et à la fin des 10 ans, cela ressemblera un peu à l'Afghanistan. Donc, c'est la fin de l'Empire, à bien des égards, je pense. Très sérieusement, c'est la fin de l'Empire. Nous ne serons plus les mêmes après cela. Mais c'est là que nous allons. Et nous y allons non seulement à cause de Trump, mais surtout à cause de tous les présidents depuis George H.W. Bush qui ont tout raté de façon catastrophique. Mais Trump arrive à un moment où il est absolument essentiel de corriger ses erreurs et de commencer à remédier à tout ce que nous avons si mal fait depuis H.W. Bush. Et nous ne le faisons pas. Au lieu de cela, nous avons l'administration la plus incompétente de cette période. Alors, que voulez-vous faire? Comment est-on censé réfléchir au destin de l'Empire à ce moment précis? Nous sommes au bord d'un abîme très très profond. Nous sommes sur le fil. Et Trump va nous pousser dedans. Ce n'est pas agréable à envisager pour moi. Je veux dire, je suis à la fin de ma vie. J'ai consacré ma vie à mon pays, et ce babouin va nous précipiter dans cet abîme. Nous n'avons jamais eu non plus de grande puissance ou même de superpuissance au bord de ce genre de... Enfin non, c'est pas vrai. L'Union soviétique. L'Union soviétique a franchi le pas, elle s'est effectivement effondrée. Et elle a su gérer la situation. Elle a géré la transformation. Maintenant, les États-Unis, je veux dire, nous avons affaire à quelque chose de complètement différent en termes de position. Donc, si l'Empire, si l'influence structurelle sur le monde change complètement, selon vous, comment cela va-t-il modifier la manière dont les États-Unis aborderont leur politique étrangère? Eh bien, si Trump avait la moitié d'un cerveau, et si quelqu'un dans son administration avait la moitié d'un cerveau, il se rendrait compte que ce que je dis depuis plus d'1 an est en train de se produire. Nous avons eu des centaines d'empires dans l'histoire humaine dont nous avons connaissance. Les 3000 dernières années, nous en savons beaucoup. Les 2000 années précédentes, nous en savons un peu, soit un total de 5000 ans, des centaines d'empires. Aucun n'existe aujourd'hui. Pas un seul. Le seul qui existe aujourd'hui, c'est nous. Et un matin, se lève de l'autre côté du monde. Ce qui se passe maintenant, c'est l'inverse de ce qui s'est produit au cours des 2000 à 2500 dernières années. Le pouvoir était à l'Est,
puis il s'est répandu à travers l'Europe et finalement vers le Nouveau Monde. Et tout ce pouvoir a quitté l'Est pour aller vers l'Ouest. C'est l'apogée de l'Amérique. George Thor n'aurait jamais dû nous laisser partir. Maintenant, la situation s'inverse. Maintenant, la situation et le pouvoir retournent vers l'Est. Si vous êtes allé à Samarcande, si vous êtes allé à Dushanbe, si vous avez visité l'une des villes d'Asie centrale, si vous êtes allé à Shanghai, mon Dieu, vous savez où se trouve la première force économique mondiale. Et maintenant, elle est alliée à la Russie et à l'Inde, essentiellement, à cause de notre stupidité stratégique. Donc maintenant, vous avez les 2/3 du monde opposés à l'Empire. Alors, que faisons-nous? Que font les gens derrière Trump? Les milliardaires, les types de JP Morgan, les Rothschild, que font-ils? Ils essayent d'arrêter cela. Et ils essayent d'utiliser ces guerres par procuration pour y parvenir. Ils ont des guerres par procuration qui s'étendent de Mourmansk. Oui, vous avez remarqué ce que nous faisons autour de Mourmansk ces derniers temps. Activité très inhabituelle là-bas, jusqu'à la Baltique, où un général a même déclaré qu'il pourrait prendre Leningrad en un jour ou deux avec ses forces aéroportées. Déclaration absurde. Tout le long de l'Ukraine, en passant par l'Azerbaïdjan et l'Arménie. N'oubliez pas la Géorgie, où nous essayons de renverser le gouvernement, puis jusqu'au Levant, et finalement jusqu'à la ceinture et la route du Sud, avec son chemin de fer déjà opérationnel, l'Iran. Nous essayons donc d'arrêter ce flux inexorable de pouvoir qui retourne vers l'Est, avec la Chine comme aimant loin de nous, et nous sommes prêts à tout pour l'empêcher. Je crains qu'au bout du compte, nous n'allions jusqu'à utiliser des armes nucléaires pour stopper cela. Mais c'est ce que nous faisons. Mais Trump s'est engouffré là-dedans sans aucune connaissance de ce que je viens d'expliquer. Cet homme ne connaît pas l'histoire. Il ne pourrait probablement pas citer le nom de 2 empires dans le monde. Il y en a eu des centaines. Il ne saurait pas distinguer l'Empire romain d'Orient de celui d'Occident. Il ne saurait pas que l'un d'eux a duré longtemps et a évolué en empire byzantin. Il ne saurait pas que Gengis Khan a existé, ou que les Perses ont eu l'un des plus grands empires de l'histoire du monde. Il ne saurait rien de tout cela. Il ne s'intéresse pas à l'histoire. Il n'a donc aucune notion, par exemple, lorsqu'il parle à un homme comme Poutine ou à un homme comme Sergueï Lavrov, qui, eux, connaissent l'histoire, et la connaissent très bien. En particulier, celle qui concerne la Russie. C'est donc une situation que je pense, à moins de remonter peut-être à l'Empire romain d'Occident et à la série vraiment catastrophique d'empereurs qu'ils ont eus vers la fin, je dirais que ce n'était même pas aussi grave pour eux que ça ne l'est pour nous aujourd'hui. Nous avons une Cour suprême incompétente, une législature incompétente et un président incompétent. Comment cela pourrait-il être pire? Et nous avons des gens plus bêtes que la boue, qui n'en savent rien, qui vivent leur vie au jour le jour sans s'en soucier, et leur pays part à volo. Et puis, il y a une élite fortunée, et l'influence s'achète avec de l'argent provenant de différentes directions à travers ce processus de lobbying. Ils vont quitter le navire. Regardez, regardez. Vérifiez les Rothschild, les JP Morgan, tous ces gens-là. Je les appelle le cercle de Davos. Doug McGregor les appelle les mondialistes. Mondialistes, néoconservateurs, le cercle de Davos, appelez-les comme vous voulez. Il y a des gens comme Meritz, par exemple, qui vient de BlackRock. Ils quitteront le navire s'ils sont absolument convaincus que la situation va dans l'autre sens et qu'elle est irrécupérable. Ils quitteront le navire, mais ils feront tout leur possible pour empêcher que cela n'arrive. Et c'est exactement ce qu'ils font en ce moment. Ce n'est même pas quelque chose que Trump presse, et encore moins quelque chose qu'il intellectualise. Il n'a aucune idée de ce dont je parle. Il ne se rend pas compte que le monde est en train de basculer sous ses pieds
et il aggrave sérieusement ce bouleversement. Mais les gens derrière lui, eux, comprennent. Ces milliardaires, oui. Ces personnes incroyablement riches qui dirigent réellement le monde. Elles comprennent. Et c'est pareil pour ceux en Russie, en Chine, en Inde. Ils forment une sorte de nuage mondial d'argent qui fait tourner le système, si l'on veut, mais surtout à leur avantage. Mais ils sauteront du navire si le changement devient inévitable, ce qui est le cas, et qu'ils constatent qu'ils ne peuvent plus se maintenir en Occident. Ils iront ailleurs. Oui, mais avant de faire ça, ils essayent de tout détruire et de tout saboter. Et ils persistent parce qu'ils n'apprennent jamais vraiment, n'est-ce pas? Ils insistent encore et encore. Et on le voit en ce moment. Encore une fois, tu as mentionné l'Iran. Beaucoup de gens s'attendent, et j'aimerais te demander pourquoi tu t'y attends, à une guerre avec l'Iran avant Thanksgiving. Et on voit maintenant une partie de la flotte devant le Venezuela. C'est un endroit où il n'y a absolument aucune raison d'utiliser la force militaire. Pourquoi? Qu'attends-tu dans ces théâtres de la part de ces gens relativement fous qui pensent que si quelque chose a échoué, il suffit d'en faire encore plus, et qu'à un moment donné, ils finiront par obtenir gain de cause? Eh bien, il y a des excuses, des raisons. J'hésite à les appeler ainsi, mais pour tout, en gros, ce qui se passe actuellement concernant l'usage de la force ou la menace d'y recourir. Prenons le Venezuela, par exemple. La raison à cela, c'est l'un de ces individus, l'un des membres éminents de ce groupe. Je ne le comparerai pas à Rothschild ou JP Morgan, mais je le placerai très près. C'est Charles Koch. Et si nous faisons ce que nous faisons au Venezuela, et que nous nous ridiculisons face à Nicolás Maduro et aux Vénézuéliens en général, c'est parce que nous voulons leur pétrole. Et si nous voulons leur pétrole, c'est à cause de Charles Koch, le multimilliardaire qui arnaque ce pays depuis environ 35 ans. Lisez le livre de Nancy MacLean, Democracy in Chains. Charles Koch possède les raffineries de pétrole à forte teneur en soufre aux États-Unis. Il avait un accord avec Hugo Chavez et il recevait encore beaucoup de pétrole à haute teneur en soufre à raffiner, ce qui lui rapportait des millions de dollars. Mais maintenant, Nicolás Maduro l'a évincé, donc il n'en reçoit plus du tout. Il exerce donc toute la pression que ces milliards de dollars lui permettent de mettre sur Rubio. Et Rubio se montre très docile. Rubio veut de toute façon s'attaquer à toute l'Amérique latine et les réduire à l'état de vassaux américains. C'est le souhait de Rubio. N'oubliez pas que Rubio est originaire de Cuba. J'ai eu une réunion protocolaire à la maison avec Ricardo Olicon à 2 heures du matin. Il buvait du scotch, allez savoir pourquoi, et nous buvions son excellent rhum. Nous avons fait un commentaire sur Rubio et sur d'autres Cubains en Floride. Et Ricardo Olicon nous a regardés en disant « Vous n'avez pas besoin de m'en parler. Je les connais. Ce sont des Cubains. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'ils étaient, vous savez, comme Batista, les Cubains que Fidel a chassés de Cuba. Et il avait raison. Il avait raison. Ces gens pensent que l'Amérique latine devrait être notre vassal. Ils pensent que Lula devrait être écarté du Brésil parce qu'il a vraiment du cran. Il a vraiment une colonne vertébrale. Il se soucie vraiment des Brésiliens. Ils pensent que Bolsonaro devrait sortir de prison et reprendre le pouvoir à Brasilia parce qu'il se plierait aux volontés des États-Unis. C'est ce que veut Rubio. Il veut que les dirigeants de toute l'Amérique latine s'inclinent et rampent devant l'Empire. C'est ce qu'il veut. Et derrière cela, il y a des gens comme Koch et d'autres qui veulent violer, piller et saccager comme ils l'ont fait depuis 150 ans dans l'hémisphère sud. La doctrine Monroe était une déclaration selon laquelle les États-Unis pilleraient où ils le voudraient, merci beaucoup, et qu'on ne les dérange pas pendant qu'ils pillent l'Europe. Voilà ce qu'était la doctrine Monroe.
That's what the Monroe Doctrine was. This is now a 19th century mindset. C'est désormais une mentalité du 19e siècle, d'exploitation et de domination, dans un contexte multipolaire du 21e siècle, où l'équilibre des pouvoirs est totalement différent. Donc cela va se heurter, et cela se heurte sous nos yeux, à des murs encore et encore. La question est de savoir si tout cela va exploser encore plus fort. Et la plus grande menace à cet égard, c'est bien sûr Israël, qui est actuellement la plus grande puissance coloniale au monde. Il bénéficie d'une telle impunité qu'il peut littéralement faire ce qu'il veut. Il peut littéralement mettre en œuvre un génocide pendant 2 ans, et les Européens et les Américains, les processus politiques, continuent de le soutenir. Et il peut faire exploser un allié des États-Unis. Il peut attaquer le Qatar. N'est-ce pas là un tournant? Je veux dire, nous n'avons tout simplement jamais vu cela. C'est l'étape suivante, et cela a du sens pour Israël. C'est juste un de plus, incroyable. Cela pourrait être un tournant, certes mineur, mais un tournant mineur qui fera une différence. Car ce que l'on voit aujourd'hui, c'est Riyad qui se rapproche de plus en plus de l'Iran. Le Qatar l'était déjà. Le Qatar l'était déjà. Les Turcs avaient déjà aidé le Qatar lorsque Riyad se montrait obstiné envers eux il y a quelques années. Les Turcs ont même envoyé des troupes. Maintenant, ils cherchent tous un rapprochement avec Téhéran et une meilleure coordination de leur défense et de leur sécurité. Et ils discutent avec Erdogan, avec le Qatar, qui dit à Erdogan qu'un autre montant de 200 ou 300 milliards de dollars va arriver et qu'il doit être très disposé à faire ce qu'on attend de lui, ce qui pourrait inclure d'affronter Israël. Donc, les choses se mettent en place. Certains disent que les Arabes sont inefficaces, qu'ils ne pourraient jamais faire. Ils ne pourraient jamais former une alliance qui représenterait une menace sérieuse pour Israël de toute façon. Bla, 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 bla. Ils ne regardent pas Israël. Israël est massivement accaparé sur 6 fronts. Israël fait face à une catastrophe qui se prépare dans ses propres rangs. Je regarde simplement les rapports de ce matin de la part de l'armée israélienne. Tsahal publie d'excellents rapports sur des sujets comme le stress post-traumatique, le suicide, les réservistes qui ne se présentent pas, et ainsi de suite. Jusqu'à présent, Bibi n'a pas réussi à endiguer cela. En fait, ça finit par sortir, parfois on peut même le lire dans Haaretz. C'est une catastrophe en ce moment. Le nombre de soldats qui ne se présentent pas, le nombre de soldats qui se suicident, le nombre de soldats souffrant de stress post-traumatique, le nombre de soldats qui disent essentiellement des officiers, pas seulement des soldats du rang, des officiers qui disent « j'arrête ». Je n'en peux plus, j'arrête, je m'en vais. Maintenant, Netanyahou essaye de limiter les dégâts du mieux qu'il peut, mais il ne s'en sort pas très bien. Et donc tu penses qu'ils vont essayer d'entrer en guerre avec l'Iran? Oui, je le pense, parce que c'est la seule solution qu'a Netanyahou. Il ne peut pas reculer. C'est la raison pour laquelle il a bombardé Doha, parce qu'il ne voulait pas de cessez-le-feu. Il ne peut pas avoir de cessez-le-feu. Il ne peut pas reculer. Il ne peut qu'avancer. Il ne peut qu'étendre, élargir et approfondir son abîme. C'est ce qu'il doit faire. Et dans le cas de l'Iran, il doit faire intervenir les États-Unis parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas réussir seul. Et il va se retrouver complètement isolé et quelqu'un va couper la branche sur laquelle il est assis. Mais nous viendrons. Et les États-Unis vont y aller, non? Je veux dire, 250 législateurs d'État étaient récemment en Israël, et Rubio était en Israël. Et tout le monde faisait cette chose très humiliante de mettre la kippa et d'aller au mur. Je veux dire, ils ne sont pas juifs, non? Ils ne sont pas juifs, mais ils le font. Mais alors les sionistes ne le sont pas. Ils ne sont pas chrétiens non plus. J'ai été chrétien toute ma vie. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont une sorte de mélange bizarre de je ne sais quoi, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne font pas ce que les chrétiens sont censés faire, selon moi.
Les États-Unis interviendront, n'est-ce pas? Si Israël appuie sur le bouton et déclenche quelque chose qu'ils ne peuvent pas gagner, les États-Unis, au final, diront qu'ils interviendront, non? Nous irons et nous découvrirons que nous ne pouvons pas gérer la situation. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas le désert. C'est vraiment un pays de montagnes difficiles. Alexandre le Grand a failli mourir en Iran. C'est un pays rude. J'ai planifié des opérations militaires pour cela. J'ai planifié une guerre contre les Soviétiques dans les monts Zagros, par exemple. Parce que lorsque les Soviétiques sont entrés en Afghanistan au début, nous pensions qu'il n'y avait aucune chance qu'ils restent en Afghanistan. Que veulent-ils faire en Afghanistan? Ils vont viser les ports d'eau chaude, ce que la Russie convoite et désire ardemment depuis des centaines d'années. Ils vont viser Bandar Abbas et Chabahar. Donc à cette époque, nous faisions de véritables plans de guerre pour combattre en Iran. Et je peux vous dire que nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne voulions pas faire cela. Nous avons examiné ce terrain de près, à travers les différents compartiments et autrement. Nous l'avons analysé et nous nous sommes dit, nous serons battus sur ce terrain. Nous serons battus par une guerre de guérilla qui finira par nous user jour après jour après jour. Exactement ce qui s'est passé en Irak, mais ce sera encore plus intense en Iran parce qu'il y a une profondeur stratégique bien plus grande. Il y a 90 millions d'habitants et il y a une véritable homogénéité parmi au moins 51 à 52% d'entre eux, les Perses. Les autres sont aussi largement intégrés, surtout si le pays est menacé comme il l'est actuellement. Je veux dire, je n'ai jamais vu de mon vivant un Iran aussi uni qu'il l'est aujourd'hui. Et ce qui a provoqué cela, ce sont les attaques israéliennes et la manière meurtrière dont elles ont été menées. Au cœur de la diplomatie, même un ami iranien proche ici, qui m'a dit qu'il n'aimait pas du tout le régime et qu'il aimerait qu'il disparaisse, m'a dit « Écoute, ils avaient raison. Les Américains veulent notre peau, nous devons rester unis. » Et il n'est pas perse. Il n'est même pas perse. Oui. Eh bien, je continue de prier pour une forme de désescalade et de bon sens au sein de l'administration à Washington. Ce n'était pas très encourageant en ce sens, mais il faut affronter la réalité. Colonel Wilkerson, si les gens veulent lire davantage de vos analyses, où peuvent-ils aller pour les trouver? Le site web du réseau médiatique Eisenhower. Il suffit de chercher Eisenhower Media Network sur Google. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo ci-dessous. Et Colonel Wilkerson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je suis désolé que ce soit si sombre, mais vous savez quoi? C'est effectivement sombre. C'est une évaluation très honnête. Nous apprécions tous votre franchise, colonel. Merci. Merci.